Eh bien, nous allons démarrer alors, mes chers collègues. Dans le cadre des travaux de notre mission d'information sur la santé périnatale et son organisation territoriale, nous poursuivons aujourd'hui notre cycle d'audition en entendant des représentants des collectivités territoriales. Monsieur Gilles Noël, maire de Varzy, vice-président de l'Association des maires ruraux de France. Donc, bienvenue parmi nous. Et en visioconférence, Madame Marie-Paule Chénaud, vice-présidente du conseil départemental de Maine-et-Loire, en charge de la prévention, coprésidente de la commission santé, enfance, famille, représentante de l'Assemblée des départements de France. Donc, bienvenue à vous aussi. J'espère que vous nous entendez bien. Oui, je vous entends très très bien, merci. Voilà, parfait. Alors, je précise que malheureusement, l'Association des maires de France n'a pu se faire représenter, mais nous adressera une contribution écrite dans les prochains jours. Alors, notre cycle d'audition nous a permis de faire plusieurs constats. Une préoccupation générale sur la situation de la santé périnatale au regard des indicateurs de mortalité néonatale, infantile ou maternelle. Une tension extrêmement forte sur les effectifs des personnels de santé, pédiatres, obstétriciens, sages-femmes ou encore infirmières, puéricultrices, de même pour les anesthésistes. Un manque de pilotage dans la politique de santé périnatale marqué par une pluralité d'acteurs qui rend difficile l'établissement de véritables diagnostics territoriaux permettant de répondre aux enjeux de sécurité et de proximité des soins. Tous ces éléments sont marqués par des différences territoriales fortes. Cette audition complète les échanges que nous avons eus avec les représentants d'agences régionales de santé ou lors de travaux consacrés à certains territoires en particulier. La mission s'est rendue en Meurthe-et-Moselle et se rendra demain en Bretagne. Nous avons également organisé des visioconférences pour évoquer les enjeux propres à la Guadeloupe et à Mayotte. En outre, si les communes contribuent souvent à la politique de santé, les départements ont, eux, en matière de santé périnatale, une compétence directe avec la gestion des services de protection maternelle et infantile. Vous nous direz quels sont, selon vous, les défis actuels pour les missions exercées par les PMI, l'attente de certains publics cibles comme la place à trouver entre les professionnels libéraux et l'hôpital. Vous le savez, cette mission a aussi été constituée en réaction au rapport de l'Académie nationale de médecine qui préconise une rationalisation du nombre de structures de type 1 au bénéfice du renforcement d'un certain nombre de maternités de type 2. Il nous paraît indispensable d'avoir votre avis sur ce sujet qui est animé par une tension particulièrement importante entre les enjeux de proximité et de sécurité de soins. Nous sommes aussi pleinement conscients, particulièrement dans la Chambre des territoires qu'est le Sénat, que la présence d'une maternité est aussi souvent perçue comme une question d'attractivité et de rayonnement des territoires, notamment les plus isolés. Pourtant, l'offre de soins actuelle ne semble aujourd'hui pas satisfaisante et paraît parfois représenter un risque pour les mères ou leurs enfants, au regard notamment de la fragilité de certaines structures, au regard aussi en matière d'effectifs stables ou complets. La succession de fermetures temporaires, prolongées ou définitives de certaines maternités ne fait que souligner cette préoccupation. Surtout derrière une offre facialement maintenue, ces fermetures soudaines déstabilisent les territoires et sont source d'incertitude, de stress et de rupture dans les prises en charge des patientes, y compris dans leur suivi pré- et postnatal. Mal anticipées, elles peuvent être préjudiciables à l'ensemble d'un bassin de naissance. Nous devons, en tant que responsables politiques, assurer l'accessibilité et la sécurité des soins sur tout le territoire. Nous œuvrons cependant collectivement dans un contexte nouveau, qui est celui d'une baisse de la natalité, mais aussi et surtout celui d'une démographie médicale en crise,
conjuguée à de profondes modifications des attentes des professionnels en termes de qualité de l'environnement du travail. Les solutions ne sont donc ni évidentes ni simples au niveau local comme au niveau national. Nous conduisons nos travaux en ouvrant le débat sans a priori. L'objectif est vraiment d'être utile. Alors, je précise que notre réunion est diffusée en direct sur le site Internet du Sénat et sera ensuite consultable en vidéo à la demande. Alors, je vais vous laisser la parole sans plus attendre pour une courte intervention liminaire et je passerai ensuite la parole à notre rapporteure Véronique Guillotin pour une première série de questions et après nous ouvrirons plus largement à mes autres collègues qui sont ici et que je remercie pour leur présence. Voilà, peut-être Monsieur Noël, je vous laisse la parole si vous voulez bien vous Madame présenter. la Présidente, comme vous voulez, mais Madame la rapporteure, Mesdames, Messieurs, je pense que je vais pouvoir rajouter à vos propos liminaires, sauf à vous dire que quand on parle d'avenir de la santé périnatale, nous, maires de village, on ne peut que s'en réjouir d'entendre ce mot, avenir, santé périnatale. Parce qu'il y a longtemps qu'on a perdu ces attributs à travers les fermetures dans les centres hospitaliers de proximité. Vous l'avez dit, c'est la sécurité. Vous avez simplement oublié de rajouter la rationalisation des choix financiers qui a fait qu'on a détricoté ce qui représente un élément d'avenir de nos territoires en fermant ces maternités, en éloignant toujours plus mesdames, mais pas que mesdames. Parce que quand vous faites 1h15, 1h30 pour aller accoucher, vous avez peut-être une ou deux fois à y aller en croyant que, et vous demandez à votre mari, vous demandez à votre voisin, vous demandez à qui vous voulez, de prendre une demi-journée de congé, une journée de congé, et quelquefois, entre guillemets, pour rien, puisque, fausse alerte, si je puis m'exprimer ainsi. Donc vous condamnez toute une population par rapport à ça. En plus, ce que l'on sait, c'est que si c'est le bonjour, au moins, la maman ne sera pas dérangée par les visiteurs, puisque les visiteurs ne vont pas se taper 3 heures de route, même si le petit ou la petite est attendu depuis... Donc, madame, l'avenir de nos territoires ruraux via la périnatalité, elle ne peut que compter sur ce principe de ruissellement qui nous vient des villes. Ce principe qui nous dit « mais on est mieux soigné en ville, mais c'est là que ça se passe ». Donc, ces inégalités territoriales se renforcent, continueront à se renforcer. Vous avez même fait état d'un rapport qui nous dit qu'il faut se mettre dans la perspective de créer des maternités de type 2. C'est joli comme mot, de type 2. Bon, nous, on nous accuse bien d'être le dernier kilomètre sur nos territoires ruraux. Ça fait un peu logistique. Là, type 2, je ne sais pas à quoi ça fait référence, mais honnêtement, ce n'est pas de bon ton. Donc, nous, on sait simplement, si je puis rajouter quelques mots, c'est que les inégalités d'espérance de vie, elles commencent à la naissance, ou juste avant. Alors, force est de constater qu'il y a quelques initiatives dans les territoires ruraux pour engager ou pour éviter des grossesses à risque, si c'est le terme que l'on implique. Et donc, c'est des implications locales, un travail qui est organisé. Mais nous, on sait, Madame la Présidente, Madame la Rapporteure, un gamin qui naît aujourd'hui en milieu rural, il a 2 années d'espérance de vie en moins, en moyenne, qu'un gamin qui naît en ville. L'accès aux soins, un des déterminants pour cette inégalité d'espérance de vie, qui pèse 25%, enfin, qui pèse un gros paquet, j'allais dire. Et on commence comme ça. Alors, Madame la Présidente, vous n'avez pas parlé des sapeurs-pompiers. Moi, je vous ai parlé des voisins, je vous ai parlé de la famille. Mais on a aussi, nous, les sapeurs-pompiers, qui ont une nouvelle fonction, ou tout du moins une fonction associée à leur travail bénévole, parce que l'État n'a pas encore réussi à nous détruire tous ces sapeurs-pompiers bénévoles, sous couvert de sécurité d'ailleurs, en mettant des pompiers professionnels, à 50 km encore une fois. Les sapeurs-pompiers, maintenant, sont organisés pour accompagner ces femmes qui vont soit dans l'ambulance, ils appellent ça un VSAB, excusez-moi, des termes un peu grossiers que j'emploie, pour faire ça, quoi. Donc, l'Académie de médecine, je les remercie de leur préconisation.
eu égard à leur grand âge et leur grande professionnalisation, mais centraliser encore et encore les maternités, soit ils nous transporteront par drone les mamans pour que ça aille plus vite et que ça soit plus simple, soit ils nous condamneront encore plus. C'est pour ça que dans votre titre, vous avez mis une contradiction évidente pour nous, territoires ruraux, qui agissons plutôt en proximité. Je le redis, avenir et périnatalité. Donc le maillage territorial, si vous voulez, c'est un détricotage des territoires qui a été organisé. Donc c'est une désorganisation organisée qui a été faite notamment sur les maternités. Mais pas que. Les plateaux techniques jouent aussi leur rôle. Effectivement, il vaut mieux avoir quelqu'un qui va déprogrammer je ne sais combien d'opérations parce qu'il n'y a pas assez de personnel ou les plateaux sont déjà pris, plutôt que de recréer à proximité des conditions de... Donc moi, madame, si vous me permettez mon outrecuidance, je souhaite que des centres hospitaliers puissent être rééquipés, puisqu'on en est dans les gros mots, type VSAB, rééquipés, chaque fois que c'est possible, dans des conditions sanitaires qui restent à définir, de ces petites unités de vie. Et qu'on arrête de me dire moins de 300... Alors, je crois que c'est moins de 300 aujourd'hui, mais on est peut-être à moins de 1000, je ne sais plus... En 2008, je me demande si c'était déjà pas moins de 300. Bon, c'est peut-être 3000 maintenant. Enfin bref, ils changent de règles tous les 4 matins comme ça les arrange. Nous, on sait que le mot attractivité résonne avec maternité dans nos territoires. Alors, on n'en a pas, ni d'attractivité, ni de maternité. Mais on sait que ça sonne. Donc l'attractivité, on l'a construit sur d'autres attributs, mais jamais plus avec la maternité. Et ça continue. Donc nous, on pense que ces logiques d'emploi supplémentaires sur nos territoires, de familles supplémentaires au territoire, parce qu'ils vont travailler dans les maternités et dans les services annexes, ces personnes qui vont être des catégories sociales aussi professionnelles plus, ça ne peut qu'ajouter au vivre ensemble de nos territoires, qui se sont délestés, grâce à l'État d'ailleurs, de tous ces services qui sont bien mieux en ville. La direction des finances publiques, la poste, la gendarmerie, j'en passe et des meilleurs, à l'aune de ce qu'ont fait les banques, à l'aune de ce qu'ont fait les autres, ce qui fait que vous n'avez plus dans nos territoires ruraux, alors moi je parle des moins de 3500 habitants, on est bien d'accord, les ruralités, du périurbain d'ailleurs à l'hyperrural, de moins de 3500 habitants, où on n'a plus ces catégories socio-professionnelles qui se, excusez-moi l'expression, mélangent avec ces petits gars du milieu rural. Alors on sait aussi que le renouvellement des populations en milieu rural est important. Le roulement est important, voire même en moyenne, je me demande même s'il ne fait pas 43% de la population. Les natifs, j'allais dire, aujourd'hui s'entremêlent, et c'est tant mieux d'ailleurs, par rapport à ça. Sauf quand c'est cette pauvreté exclusive qui s'éloigne des villes. Mais bon, c'est comme ça. Donc, ces fermetures sont à honnir. On les honnie, on se bagarre pour. Mais il faut avouer que l'administration n'est pas spécialement bienveillante. Je vais me permettre de vous donner un exemple. Pas du tout sur les maternités, parce qu'il y a longtemps que c'est mort tout ça. Sur les urgences, parce que ça fait partie aussi de... On parle des maternités, mais nous, on a un écosystème de santé qui fonctionne ou qui ne fonctionne pas. Et les urgences en font partie. Je vous ai parlé des sapeurs-pompiers, je les mets dans le même bateau. On peut parler de la médecine de ville, où on peut parler de ces dispositifs qui sont avant et après, et effectivement avec la PMI qui elle est présente grâce aux conseils départementaux qui agissent également en proximité. Mais je veux parler de ces urgences où c'est la même punition qui nous attend tous. Il vaut mieux aller en ville pour se faire soigner. Il vaut mieux aller en ville pour attendre l'hélicoptère, même si vous avez un AVC. Il vaut mieux attendre l'hélicoptère qui viendra peut-être pas d'ailleurs. Et donc nous on souffre de tout ça. On souffre. Les familles souffrent. Nous, les élus, si vous voulez, on se bagarre, on en est même à déposer nos écharpes, on en est même à manifester. Bientôt, on va s'enchaîner. Bon, ça ne changera pas grand-chose puisque les maternités sont déjà parties. Mais sur ces logiques de santé qui dépassent le simple bébé, si je puis m'exprimer ainsi, pour nous, on voit bien que, ça nous est annoncé quelquefois dans la presse, ou c'est seulement les grands élus, vous, les parlementaires, à qui on va causer, à qui on va négocier, je ne sais quoi d'ailleurs. Mais nous, les élus ruraux, si vous voulez, on va le découvrir quand la messe va être dite. On n'est pas considéré, on n'est pas concerté, sauf a posteriori, j'allais dire, puisque là, effectivement,
les parlementaires vont se bagarrer pour qu'il y ait au moins une information qui soit faite. Et là, on va en avoir 1, 2, 3 qui vont venir du chef-lieu de région et qui vont nous expliquer que les conséquences, le manque de personnel, les problématiques de matériel et je ne sais quoi font qu'on est embêté, mais on est obligé de faire comme ça. L'alternative, l'ouverture d'esprit, c'est pas chez nous que vous la trouverez, donc on ferme et vous allez vous taper X kilomètres en plus. Donc les centres périnatales de proximité, oui, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Une fois qu'on a pleuré, une fois qu'on a tapé du pied sur la table, une fois qu'on en a incendié 1 ou 2, on se dit que à minima, si dans une catégorie de prévention, il puisse y avoir une valeur ajoutée, et pour laquelle peut-être on peut jouer aussi un rôle, hein, pourquoi pas, mettre des locaux à disposition, faire en sorte qu'il y ait au plus près de ces quelques femmes qui ont encore des enfants en milieu rural, ça puisse jouer un rôle. Donc nous, on a besoin de ça. On a besoin aussi de personnel qui vont aider ces femmes d'un point de vue psychologique, avant et après, pour tout un tas de raisons. Donc on a besoin de ça. On a besoin d'un maillage pour favoriser, et c'est pour ça que je me permets de parler de l'accès aux soins. Même si la maternité n'est pas une maladie, c'est pas du tout mon propos. Mais restons bien dans ces attributions là-dessus. Bon, après, ces idées de déclaration, comme ça a été posé, des naissances dans la ville au sein du CPP, bon, honnêtement, c'est accessoire. C'est nécessaire pour faire évoluer les choses, mais on n'est pas là-dessus. On n'est plus là-dessus. Mais allons-y. On peut se contenter de peu, vous savez, nous, les petits maires de soins. La sécurité. Si vous voulez, moi, d'abord, je n'ai pas mon CAP de médecin, de sage-femme et compagnie, hein, donc ça vous avez compris. Mes collègues, très peu, mais il y en a quand même quelques-uns hein, qui ont ça. Hein. Donc, si vous voulez, ces questions de sécurité, nous, on est obligés d'écouter, de se bagarrer, de contester ces questions de sécurité. Mais si vous comparez au niveau national les morts, le taux de mortalité de ces bébés, je ne suis pas sûr qu'on soit champion du monde. On eût été peut-être champion du monde. Mais je ne suis pas sûr qu'en regardant ces chiffres au niveau européen, on soit peut-être même pas dans le top 3. Donc ça s'est dégradé. Ça se dégrade. Et ce n'est pas normal au XXIe siècle en France d'accepter cette condamnation a priori qui est faite sur ces populations, qu'on appelle de nos voeux. Alors, c'est pas qu'on ne souhaite pas les retraités, mais ils viennent naturellement chez nous. Mais on appelle de nos voeux cette population jeune. Mais parce qu'ils vont nous faire manger dans la boulangerie, ils vont compter dans l'école, ils vont compter dans la vie associative, y compris quelques parents vont pouvoir être bénévoles et apporter ce vivre ensemble. Donc, moi, je ne sais pas répondre sur les questions de sécurité. Je suis obligé d'écouter ce qui m'est raconté, même si quelquefois je regarde ça d'un air désabusé. Donc, le conseil départemental, il fait partie de ces liens que l'on a, on va dire chroniques, puisqu'on parle de maladie, maire sous-préfet, maire conseiller départemental. Parce que c'est ces deux acteurs-là pour lesquels la proximité joue. Et d'ailleurs, je vous le dis, nous, on s'inquiète. On s'inquiète de l'état supposé être, notamment financier, des conseils départementaux, en se disant, si jamais ils gèlent leur crédit d'investissement ou de fonctionnement à notre égard, c'est la misère supplémentaire annoncée à ce que M. Bruno Le Maire nous prépare pour à minima 2025. Alors on a déjà connu, hein, M. Hollande s'est organisé aussi par rapport à ça, on a connu ça, où les collectivités vont être à même de pouvoir se serrer un petit peu plus la ceinture. Pourquoi pas? Allez-y. Le confort national peut aussi valoir pour nous les petits. On a déjà subi ça. Je ne vous parle pas des compensations de taxes d'habitation, de la CVAE, bientôt de la CFE. Voilà. Bon, bref, vous en savez sûrement plus que moi. Simplement, nous, on compte les coûts. Bon, voilà. Donc, le conseil départemental est un acteur primordial pour nous. Je vous dis, si jamais il gèle une année nos crédits, nous, vous voyez, on parle d'avenir, de périnatalité, mais nous, on dit on est mort par rapport à ça. Il joue un rôle sur les PMI, il joue un rôle d'accompagnement au niveau assistance sociale et autres. Bon, je vais arrêter parce que je vois que vous énervez, Madame la Présidente. Ah non, et je ne voudrais pas vous encourager. Je suis simplement maître du temps et j'ai oublié de vous préciser qu'à 15h, nous avons les questions au gouvernement. Je vous en prie.
et que nous serons obligés d'arrêter notre audition à ce moment-là. Alors, puisque tu veux intervenir tout de suite, voilà, puisque vous parliez fort justement du conseil départemental, je pense que je vais passer la parole à madame qui justement va pouvoir nous détailler un petit peu, puisque c'est sa fonction, le conseil départemental. Donc, je vous laisse la parole, si vous voulez bien. Madame la présidente, madame la rapporteure, mesdames et messieurs les sénateurs, monsieur le maire, en préambule, j'avais cru comprendre qu'on faisait juste une intro et qu'on intervenait directement dans le vif du sujet ensuite. En intro, moi, je voulais dire que c'était un sujet qui est vraiment très, très important. Je suis effectivement conseillère départementale, vice-présidente en charge de la prévention sur le champ de la santé de l'enfance et de la famille. Donc, effectivement, cette prévention dans les territoires, elle est essentielle. Je suis d'autant plus attentive que j'ai travaillé en tant qu'infirmière, puéricultrice, alors en maternité et ensuite en pédiatrie néonatale un peu, mais en pédiatrie pendant une vingtaine d'années. Voilà, donc suite à ça, j'ai travaillé également en PMI et ensuite dans une logique de parcours, je me suis sentie légitime à être élue au sein du conseil départemental. Cette vice-présidente me parle d'autant plus qu'effectivement, je pense qu'en tant qu'élu, il faut maîtriser les problématiques de terrain et ce que je mesurais auparavant, je le vois encore aujourd'hui, plus que jamais, d'autant qu'effectivement, vous en avez parlé, monsieur le maire, les conseils départementaux ont des budgets qui sont de plus en plus contraints et on voit bien que quand on veut faire de la prévention, il faut mettre les moyens et les moyens humains, les moyens financiers, on ne les a pas à hauteur de ce qu'on voudrait faire. Mais bien évidemment, je vous rejoins, monsieur le maire, il faut absolument qu'on fasse de la prévention en proximité. Mais pour moi, il faut vraiment qu'on y aille tous ensemble. Il n'y a pas que les élus locaux à mettre dans la boucle. Il faut aussi mettre les sages-femmes libérales, les médecins libéraux, tous les professionnels libéraux dans la boucle pour qu'au plus près, on maille le territoire. Alors, ce que je peux dire, c'est que je ne veux pas être trop longue parce qu'il y a le sujet de la PMI qui vient derrière et pour moi, il rejoint ce sujet-là. Parce que la PMI assure déjà un travail considérable en maillant le territoire, en faisant des actions de soutien et d'accompagnement à la parentalité en prévention, mais également avant la grossesse, pendant la grossesse, après la grossesse. Et elle accompagne les enfants jusqu'à 6 ans et leurs familles. Et tout l'enjeu est de comment faire pour travailler tous ensemble, mais effectivement en proximité sur les territoires. Voilà, la qualité, la sécurité des soins, elle est essentielle. Je pense qu'on ne peut plus se permettre peut-être de faire comme on faisait auparavant parce que tout le monde a des budgets contraints, mais il n'empêche qu'il faut que dans cette logique de parcours, il faut qu'on maintienne la qualité du service rendu, la sécurité, autant pour les patients, les patientes qui vont accoucher, leur famille, la structure familiale, que pour les professionnels qu'il nous faut ne pas décourager parce que les professionnels sont vraiment très investis, très présents, mais il faut aussi que nous, élus, sachions leur montrer qu'on va aussi dans leur sens et qu'on donne du sens à ce qu'on fait, aux politiques qu'on met en place. Voilà, donc je pense que je ne veux pas être ouais. Dans un deuxième temps, on parlera de la PMI. Alors, il faudrait effectivement qu'on donne une autre image de la PMI parce que la PMI intervient bien pour tout un chacun. Et c'est aussi en complément peut-être des CPP, comme on en a parlé tout à l'heure, des maternités, qu'il va falloir que la PMI soit vue comme un dispositif qui reçoit
et qui est à disposition de tout un chacun, et pas seulement pour les personnes en difficulté sociale, mais pour toutes les personnes qui peuvent être vulnérables à un moment, à un instant T aussi. On peut être parent, être socialement très aisé, mais être en difficulté par rapport à un comportement d'enfant ou un enfant qui pleure ou une dépression périnatale. Ça peut être à tout moment, la PMI peut être là pour accompagner tout un chacun. Voilà, donc c'est cette image ici qu'il nous faut modifier. Bien, merci Madame Chesneau pour votre propos introductif. Je vais passer la parole à Véronique Guillotin, notre rapporteure. Merci Monsieur le maire, merci la vice-présidente pour vos propos. On sent bien chez l'un et l'autre, en tout cas la passion de à la fois de votre mission et la défense de vos territoires. Moi, je voudrais juste quand même peut-être repositionner, si on s'est un petit peu échappé, repositionner le contexte de cette mission. L'objectif de cette mission est de faire un état des lieux, mais globalement, j'allais dire, c'était assez simple, oui et non, parce que dès que nous avons démarré cette mission, on s'est assez rapidement échappé de la raison pour laquelle on l'a commencé. Alors, je m'explique, on a démarré par l'Académie de médecine, où on a vu les gros titres, 1000 naissances, voilà. Mais je vais quand même redire qu'après, je l'ai relu, j'ai un peu fait comme tout le monde, j'ai été très rapidement dans les grandes lignes, et quand on le relit, en fait, c'était pas tout à fait une préconisation, c'était effectivement un scénario qui pouvait valoir ou pas de préconisation, entre guillemets. Si on maintenait des maternités au-dessus de 1000, quelle serait la carte aujourd'hui? Bon, voilà, la question était un peu différente. Mais bon, je vous accorde que ça peut... Voilà, ça, en tout cas, ça a ému beaucoup de monde, ça a fait réfléchir, et du coup, on s'est dit, bah, tiens, sur nos territoires, les maths de moins de 1000, il y en a 4 sur 5. Quoi. Donc, peut-être falloir qu'on regarde ça de près. Et on a ouvert cette mission qui nous a rapidement mis sur d'autres chemins, en fait. C'est-à-dire qu'on est rapidement allé sur des indicateurs de mortinatalité et de mortalité maternelle, de prévention, de mortalité de la maman. La première cause de mortalité, on a découvert que c'était quand même le suicide. Enfin, on l'a découvert il y a à peu près 3 mois, enfin en tout cas pour ma part. Et effectivement, on a été rapidement mis sur le chemin, sur 2 chemins différents, ce chemin d'un maillage territorial et ce chemin d'une prise en charge de prévention pré- et postnatale qui en fait n'était pas toujours reliée, mais en tout cas on ne peut pas faire la part des choses parce qu'on n'a pas de chiffres qui nous disent pourquoi on est si mauvais dans notre pays, pourquoi la mortalité maternelle ne baisse pas, pourquoi la mortinatalité, on est passé de la 3e ou de la 5e à la 25e place des pays de l'OCDE. Enfin voilà, donc est-ce que c'est un maillage? Alors certains disent on a fermé des maths et ça va toujours plus mauvais. D'autres disent le suivi en fait n'est pas exceptionnel, notamment après l'accouchement. Voilà. Bon, donc on voit bien que c'est un petit peu confus. Donc il y a, pour ma part, j'aborderai du coup rapidement, je vous interrogerai un petit peu sur les deux aspects. Peut-être revenir quand même sur votre argument de l'accident vasculaire cérébral qui n'est pas tout à fait le bon, parce que depuis qu'on ne va plus dans l'hôpital de proximité avec un AVC, ce qu'on a tous décrié, ou infarctus, en fait, on traite beaucoup mieux les gens. C'est-à-dire on démarre le traitement dans le SAMU, on l'amène dans l'hôpital de proximité, ils font l'IRM, machin, ils commencent à mettre la perf avant de transporter et on gagne 2h30 de trajet puisque le traitement est démarré avec le centre de référence. Donc, il faut qu'on fasse attention aux idées reçues de se dire que tout ce qui est prêt est bien et tout ce qui serait éloigné ne serait pas bien. Enfin, en gros, je crois que c'est plus complexe que ça. Ensuite, concernant les plateaux, nous, à quoi on a été confrontés là, pendant ces 3 mois d'audition? Très, très simplement sur un problème de ressources humaines et de tenue de lieux d'accouchement qui ne répondaient plus en fait aux exigences de sécurité. Je crois que vous l'avez dit, Madame la Vice-présidente, je crois que la sécurité, à mon sens, enfin, c'est pas à nous à gérer ce qui est en sécurité ou pas, mais en tout cas, les chiffres sont tels. Et on n'a plus suffisamment de ressources humaines. Et les professionnels aujourd'hui ne veulent plus aller dans des centres où en fait ils font une semaine sur 2 de garde ou une nuit sur 3. En fait, on n'arrive plus. Enfin, ils n'arrivent plus à recruter. La problématique, alors on peut chercher l'explication avant, se dire on va former plus, très certainement qu'il faut former plus, mais on aura des résultats dans 10 ans. Pour le moment, ma question c'est aujourd'hui, dans l'état de la situation actuelle, avec des fermetures inopinées, souvent brutales, non organisées,
Est-ce que vous pensez qu'il serait nécessaire, en fait, effectivement, avec les élus, et quel rôle vous pourriez jouer si vous vouliez jouer ce rôle-là, pour organiser des circuits peut-être sécurisés? Effectivement, par moment, ça demande peut-être de regrouper des plateaux d'accouchement. Par moment, ça demande peut-être de faire une politique d'attractivité. Mais voilà, la question est, est-ce que vous, cette raison-là, en fait, vous l'entendez? Est-ce que vous la comprenez? Et en gros, comment vous pensez que ça peut être organisé? Et est-ce que la proximité dans le suivi pré- et postnatal avec les CPP, que je ne trouve pas joli comme nom, mais voilà, en tout cas, voilà, est-ce que ce renforcement des CPP sur les territoires pourrait, selon vous, répondre à la sécurité, au suivi et une amélioration, en fait, de la santé pré- et postnatale? En gros, enfin, comment on dit, désolidariser le plateau d'accouchement à chaque fois qu'on n'arrive pas, c'est toujours pareil, hein, je mets bien à chaque fois qu'on n'arrive pas à recruter et mettre les conditions de sécurité, comment est-ce que vous pourriez avoir une acceptabilité de cette solution-là? Concernant les départements et la PMI, je voulais juste vous interroger sur les 1000 jours. Est-ce que vous pensez qu'une politique des 1000 jours adossée, par exemple, à des maternités ou des centres de proximité pourrait améliorer effectivement la prise en charge de la maman et de l'enfant, et y compris sur les territoires, et d'autant plus sur les territoires éloignés ou les territoires ruraux? Voilà pour les deux premières peut-être questions que je voulais poser. Et puis la déclaration, vous l'avez dit, ça vous semble pas, le fait de déclarer les naissances ou pas, semble pas pour vous un regard, enfin quelque chose d'intéressant. Les centres de maillage des PMI, oui, je pense que ça a été. Quelle proposition auriez-vous pour effectivement changer l'image des PMI aujourd'hui? Et est-ce que vous, dans vos PMI, vous rencontrez des difficultés d'attractivité des professionnels de santé, ou voilà, est-ce que vous avez des propositions à faire sur ce sujet du maillage de vos centres de protection maternelle et infantile? Je reviendrai tout à l'heure s'il y a quelques questions. Merci. Monsieur Noël. Alors, Madame la rapporteure, je me suis sûrement mal exprimé. Moi, je vous ai dit qu'on attendait l'hélicoptère. Je n'ai pas parlé du reste. Parce que oui, vous avez raison, on attend l'hélicoptère, madame, pour une question d'AVC. Et on en meurt. Parce que quand l'hélicoptère ne vient pas, au bout d'1 heure, au bout de 2 heures, au bout de 3 heures, c'est l'ambulance qui vous emmène au CHU, qui roule à tombeau ouvert et qui vous amène à 1 heure du matin ou à 3 heures du matin, alors que vous avez été récupéré par les pompiers à 19h30 chez vous ou je ne sais où. C'est ça. C'est ce maillon qui, sous réserve de sécurité, fait que le H24, il n'est pas disponible tout le temps, ou il y en a très peu par région. Région Bourgogne-Franche-Comté, Madame la Présidente. Est-ce que vous savez combien il y a de H24 sur notre territoire? Eh bien, il y en a très peu. Vous avez Besançon, vous avez Dijon, puis un autre, c'est Châlons ou je ne sais où. Par exemple, à Nevers, dans le département de la Nièvre, c'est un H12. À 19h30, il ne tourne plus. Madame la rapporteure, c'est juste ça que j'ai dit. Et je ne vais pas vous donner de nom, si vous permettez, de personnes qui sont décédées pour des raisons comme ça. Et tout ça, c'est tout simple. Tout a été mis en œuvre et c'est pas de chance. Y compris le fait, Madame le rapporteur, que aucunement le centre 15, qui est à 2 heures ou 3 heures de chez vous, ne va lâcher l'affaire en disant, bon, je vais voir si à Paris, il y a une solution, à Orléans, il y a une solution ou autre. Donc, voilà, il reste dans ses affaires et il gère ses affaires comme il le fait. Voilà la sécurité où elle en est. Mais c'est nous qui en pâtissons, madame, les gens ruraux. Et ça, je suis désolé, mais c'est la réalité factuelle que l'on subit. Donc voilà, excusez-moi d'avoir mal exprimé mes affaires, mais c'est bien ça. Au centre hospitalier de proximité, à l'héliport, on attend. Deuxième chose, madame, sur l'organisation du territoire par rapport à ces personnes qui ne souhaitent plus ou autre. Madame, on est rattaché à des groupements hospitaliers de territoire. Pourquoi ces groupements hospitaliers de territoire continueraient pas, comme ils le font d'habitude, à puiser sur les petits hôpitaux, mais continueraient pas à organiser les plannings à partir de leur centre névralgique, j'allais dire, celui qui est à la ville, le centre hospitalier, je ne sais plus comment ils les appellent, pour que dans les petits centres, dans les centres hospitaliers de proximité, ils puissent organiser ça. Pourquoi ils ne le feraient pas? Les urgences, même combat. Or, ils ne le font pas. Donc,
Merci de nous avoir organisé. Alors, on a eu les régions XXL, on a eu les intercommunalités agrandies, on a eu les GHT, parce que c'est tellement mieux. Et là, la sécurité, madame la rapporteure, elle est à un niveau exceptionnel. Pourquoi on ne leur demanderait pas? Non, mais vous permettez de dire de temps en temps, j'exagère juste un tout petit peu. Juste un tout petit peu. Des fois, je mets des guillemets. Mais mobilisons les GHT là-dessus. Le rôle des élus, vous nous avez dit. Vous avez remarqué que la population, elle ne souscrit pas vraiment quand il y a une fermeture ou autre. Ils manifestent dans la rue, ils écrivent et autres. Et madame la rapporteure, madame la présidente, vous savez ce qu'ils font derrière? Comme c'est un nouvel abandon, ben, ils votent Rassemblement national dans nos territoires. Chez moi, c'est juste 40%. Alors, c'est peut-être malséant de le dire ici, mais moi, je vous le dis. Ces organisations, ces désorganisations organisées font que nos personnes sont perdues, crient, se lamentent à travers ces choses-là. Bon, il ne nous reste plus que la Poste. Donc, mais ils essayent quand même, la Poste, de tortiller un peu les affaires. Non, mais oui, madame, je suis désolé. J'entends, vous avez quelque chose de particulier, mais si vous le rattachez pas au territoire, si vous le rattachez pas à la transversalité, je vais vous dire deux autres choses derrière. Madame, on perd son temps les uns les autres. Parce que vous allez continuer à alimenter le tuyau d'orgue, qui est celui qu'organise l'État. Et c'est pas bon pour nous. Vous êtes parlementaire. Excusez-moi de vous dire ça. Bon, allez, je vais arrêter parce que je m'énerve. Les rôles des élus. Quand vous dites... Je voudrais juste vous dire, vous parliez tout à l'heure du titre de notre mission. Notre mission, c'est bien avenir de la santé périnatale et sa territorialisation. Donc, on travaille sur la santé périnatale au sens large, que ce soit mère, père, parce qu'ils en font partie, bébé, mais aussi la territorialisation. Et c'est dans ce cadre-là qu'on est ici. Ce n'est pas uniquement pour la sécurité, mais c'est comment est-ce qu'on répartit sur notre territoire avec ce qu'on a découvert depuis 3 mois. Non mais ne m'en veuillez pas, madame la présidente. Je suis un peu passionné de ce que je veux raconter. Et je vous dis des choses que vous savez déjà. En plus, vous êtes parlementaire. Donc nous, on sait aussi le rôle et le lien avec les collectivités. Donc on a ça, là. Le rôle des élus avec les CPT sur les territoires. Moi, il faut le construire, mais il faut qu'on en discute, madame. Je ne veux pas vous donner une recette aujourd'hui. Mais nous, on est ouverts sur ces questions-là. Parce qu'on est concernés et on est concernable par rapport à ça. Et nous, on aspire à être présents dans cette démocratie sanitaire. Parce qu'il faut aussi que je fasse mon mea culpa, puisque j'ai cru vous laisser croire que vous n'étiez que dans un silo. Il faut aussi qu'on fasse notre mea culpa, nous, les élus. Souvent, on délègue ces questions de santé à qui? À nos collègues des villes. Ils sont présidents d'un conseil de surveillance au CH, au CHU et autres. Et donc, on lui délègue cette affaire-là. Et d'ailleurs, il dit « mon hôpital ». Il a le portable du DG de l'ARS qui lui dit « si vous avez un problème, vous m'appelez, je vais le régler ». Voilà. Donc, on a aussi, nous, à prendre un peu notre bâton de pèlerin et à rentrer dans ces logiques. Alors, vous connaissez les mots barbares, hein. CPTS, CTS, machin, CLS, tout ce que vous voulez, mais qu'importe. On a besoin, de se documenter pour simplement écouter la messe et des ARS, et de pouvoir aussi contribuer à créer les conditions. Quant à la PMI, moi j'entends madame la vice-présidente qui nous dit qu'ils sont caricaturés au sens social du terme. Mais honnêtement, les femmes, elles y vont, qu'elles soient grandes, petites, de ville, des sous, pas de sous. Peut-être qu'après, et vous avez peut-être raison, peut-être qu'après, elles n'y vont plus parce qu'elles se débrouillent autrement, avec peut-être un regard peut-être trop caricatural sur le sens social de la PMI. Mais quand elles sont enceintes, les femmes, honnêtement, moi, je n'ai jamais entendu dire « j'irai jamais à la PMI » ou autre. Bon, il y a des obligations qui sont comme ça. Je vais arrêter la parole, mais moi, j'ai deux petites propositions à vous faire. Vous voulez que je le fasse maintenant? C'est sûr? Bon, comme vous voulez. Dans cette idée de transversalité, je pense qu'il faut aussi qu'on s'intéresse à cette jeunesse qui, demain, va devenir père et mère. Je pense qu'il y a un travail à faire. Le conseil départemental est largement documenté là-dessus, mais on a besoin de les approcher. Ces questions de sexualité, ces questions de pré-grossesse, j'allais dire. On a besoin de faire ça. Le pharmacien joue un rôle
le Toubib quand il est encore là, la famille. Bref, il y a aussi à s'intéresser. C'était dans ça, ce regard, pas exhaustif, mais un peu plus large. Je pense qu'il faut aussi qu'on s'intéresse. Et nous, on a peut-être, par nos bénévoles, par le monde associatif, on a peut-être un rôle à jouer là-dessus. Donc on est ouvert à cette question-là. Et puis la dernière, j'espère que vous ne m'en voudrez pas, sur ces questions d'organisation et de personnel. Moi, je pense qu'il faut qu'on fasse montre de souplesse. Par contre, n'en parlez pas à l'Académie, s'il vous plaît. Il faut qu'on fasse montre de souplesse. Et que les lieux de naissance, avec un encadrement, hein, ils puissent être autres que simplement être uniquement dans ces maternités de type. Voilà. Mais pourquoi pas des maisons de naissance, de proximité? Pourquoi pas réfléchir à autre chose? Je ne dis pas rouvrir une maternité. On en a visité des maisons de naissance. Très bien. Mais voilà, nous, il nous semble que c'est pas une gageure de retravailler et de réinventer. Bien évidemment, tout à l'heure, je vous ai dit de remettre dans les centres et en ruralité des plateaux. Bien sûr que non. Bien sûr que non. Oui, je le dis quand même. Mais sous une forme peut-être plus souple ou différente. Parce qu'on a aussi une jeunesse qui aspire à autre chose que peut-être ce que les générations précédentes ont fait, ou de revenir à ce qu'il y a quelque temps, alors est-ce que c'est centaines, dizaines, cinquantaines d'années, j'en sais rien, on pouvait naître aussi à la maison. Là, c'est pas forcément la maison, son domicile, mais créer un espace, moi j'appelle ça maison de proximité. Je sais, mais voilà, j'espère que j'ouvre pas une boîte de Pandore, mais une boîte de naissance. Non, mais merci. Pour les GHT, quand même, on a une réponse, parce que sur les 2-3 interventions que vous avez faites, on a bien évidemment travaillé sur le fait de dire est-ce que les GHT peuvent faire irriguer. Alors, nous sommes des élus. Nous sommes des élus. Nous avons ouvert ce rapport-là et nous avons une réalité qui nous est imposée comme elle vous est imposée. Alors, la question a été posée. Dans certains cas, c'est fait. Dans certains cas, quand il y a un soutien d'un GHT ou d'un CHU est encore possible avec une maternité, ils le font. Les équipes travaillent ensemble et puis ça se passe plutôt bien. Et les maternités, même aujourd'hui, de ce que l'on nous dit, je mets des guillemets, c'est tout aussi compliqué pour eux aujourd'hui à recruter. Et plus ça doit diffuser ailleurs, plus c'est compliqué à solidifier. Donc il y a aussi un frein, une réalité en fait qui s'impose là. Mais quand c'est faisable, je pense qu'effectivement c'est une solution. Pour la première, sur les autres modes d'accouchement, on a également ouvert le sujet, on n'est pas resté exhaustif. Donc oui, il y a des maisons de naissance, voilà, ça peut être dans certains cas, mais c'est toujours à côté d'une maternité en cas de sécurité. Et puis les accouchements à domicile, tout ça existe, peut être déployé. Par contre, ça reste marginal. Et il y a toujours effectivement quand même la sécurité à garder, parce qu'on ne peut pas non plus faire fi de cette sécurité. En tout cas, voilà, donc juste pour vous répondre sur les 2-3 interrogations que vous avez, dire qu'on a ouvert les champs, bien évidemment. Ravi de vous entendre dire qu'effectivement, et je crois que ça c'est une vraie, quand on a des soucis en pré-postnatal avec nos indicateurs, je pense que l'information, l'éducation dès le plus jeune âge, peut être au centre justement de CPP un peu plus dynamique que pourrait être une maternité sans accouchement, qui fait un peu maternité rétrogradée, où on pourrait effectivement y adosser la PMI, la maison des 1000 jours de l'éducation, enfin y faire venir des professionnels de santé de territoire et y gagner en proximité pourrait être effectivement des propositions pour regagner. Et peut-être, vous n'avez pas parlé de la santé mobile, mais je sais que vous y êtes attaché parce que vous avez fait des rapports assez nombreux d'ailleurs sur la santé en ruralité, que j'ai lu avec la plus grande des attentions. Et il y a quelques propositions effectivement intéressantes. Alors, avant de vous passer la parole, madame, moi, je voudrais aussi faire une petite précision sur la sécurité. Au cours de nos auditions, on nous a très souvent dit que quand il y a un pépin, plus personne ne veut endosser la responsabilité. Et qu'au sein d'une équipe, même au sein d'une équipe, c'est très difficile parce que émotionnellement, c'est très difficile à vivre et à assumer et à accepter quand il y a soit un bébé qui n'arrive pas à survivre, soit une maman qui décède. Et ça, on nous l'a dit et redit aussi, hein, c'est aussi la problématique. Il faut une équipe qui soit vraiment présente, vraiment soudée, pour que cette responsabilité ne repose pas que sur la tête d'une personne. Et j'englobe là les équipes médicales, mais j'englobe aussi plus largement, éventuellement les élus, éventuellement tous ceux qui ont une responsabilité et qui sont à la décision. Parce que voilà,
qui est-ce qui endosse si la femme enceinte est mal orientée ou si l'accouchement qui était prévu sans aucun risque, tout d'un coup se passe mal? Comment est-ce qu'on fait et qui est-ce qui va assumer cette responsabilité? Alors on va dire oui, on veut dans chaque territoire ce qu'on comprend. Nous sommes, avant d'être des parlementaires, nous sommes des élus de terrain, donc on connaît tout ça, on travaille dans nos territoires aussi. Mais on veut tous avoir les meilleurs soins partout, répartis, si possible, dans le plus grand nombre de communes. Mais après, voilà, cette responsabilité-là, cette sécurité, qui est-ce qui l'endosse? Je vous passe la parole maintenant, Madame Chesneau, si vous voulez bien, puisqu'on a pas mal parlé des PMI et des départements. Oui, puis je vois qu'il nous reste plus que 40 minutes, donc je vais essayer d'aller au plus rapide, mais c'est assez dense et effectivement sur la PMI parce qu'on en a peu parlé, mais c'est vraiment le cœur du sujet pour moi parce qu'au titre de la prévention de proximité, plus que jamais, il est nécessaire de renforcer les PMI. On sait que les professionnels de PMI, vous avez parlé de professionnels tout à l'heure, nous on a des professionnels qui sont vraiment très spécifiques, très spécialisés dans leur domaine, qui sont très investis, qui font le maximum dans l'accompagnement des familles, dans le repérage, dans le soutien à la parentalité, qui s'adaptent aux besoins des enfants, qui s'adaptent aux besoins des territoires, avec la volonté de toujours prendre en considération le pouvoir d'agir des parents et de les conforter dans leurs compétences, mais aussi de sécuriser effectivement l'avenir des enfants et des familles. On parle bien, on appelle ça la PMI, protection maternelle et infantile. Peut-être qu'il faudrait revoir la terminologie parce que maintenant, on ne parle pas que de mère, mais évidemment de couple avec l'enfant. On sait que l'âge moyen de la mère, c'est 30,9 ans en France. Nous, je peux vous dire qu'on a diminué, nous, dans le Maine-et-Loire, de 75% le nombre de grossesses chez les mineurs entre 2013 et 2021 grâce à toute l'éducation à la santé et tout ce qui est fait en prévention par les centres de santé sexuelle. Et c'est là où, monsieur le maire, je vous rejoins, auprès des jeunes, on a un gros travail à faire sur cette prévention. Et là, ça a porté ses fruits. Ça n'est pas suffisant. Les centres de santé sexuelle doivent être aussi mis en lumière parce qu'ils font un travail considérable en prévention également. Je voulais dire qu'il n'existe pas de profil particulier en PMI parce que c'est un service universel, mais on repère quand même beaucoup de vulnérabilité, que ce soit sociale, psychologique, médicale. C'est un service qui est accessible à tous, sans discrimination aucune, mais pour autant, on reçoit de plus en plus de familles sans ressources, sans papier, familles migrantes, des familles dont les parents sont parfois déficients intellectuels, qui mettent en difficulté aussi les professionnels de PMI. La santé mentale est plus que jamais prégnante en ce moment. C'est d'autant plus compliqué de les prendre, de les accompagner. Et nos professionnels ont besoin d'être formés au titre de la santé mentale aussi pour ce faire. Un soutien, les TISF qu'il ne faut pas négliger, qui sont les techniciennes d'intervention sociale et familiale qui interviennent précocement dès la naissance pour accompagner les familles, pour pallier ce temps, que ce soit au niveau du handicap ou au niveau de la prévention précoce, mais c'est insuffisant à ce jour. Le maillage, par contre, dans les départements, au niveau de la PMI, est vraiment bien fait. Chaque département, au regard de ses missions, qui sont obligatoires, on est d'accord, s'adapte aux besoins des territoires et aux besoins de tous les publics accompagnés, mais en tenant compte du partenariat local, parce que sur certains territoires, il y a un partenariat qui est très riche avec lequel on peut beaucoup travailler en proximité. Mais en règle générale, moi je vais parler de mon département où nous avons 11 maisons départementales des solidarités, mais nous assurons également des permanences délocalisées, soit dans les mairies, soit dans les annexes, au plus près, et on fait également beaucoup de visites à domicile. Pour moi, la visite à domicile, elle est très riche à tout niveau. On visualise bien l'entourage, l'environnement, on prend la dimension familiale dans toute sa globalité.
Ceci étant, dans chaque département, ça peut être parfois hétérogène, c'est lié aux politiques nationales qui sont déployées dans les territoires selon la stratégie départementale. Les difficultés que nous rencontrons sont essentiellement, je l'ai dit, les professionnels, on arrive à recruter. On a parfois du mal à les fidéliser parce qu'on peut pas on leur donne pas la possibilité de travailler comme ils considèrent qu'ils doivent travailler. Euh, Faute de moyens RH, on est d'accord. Les besoins ont augmenté, les situations sociales augmentent, le contexte est compliqué, les sollicitations sont de plus en plus importantes, le besoin de soutien et d'accompagnement à la parentalité devient très, très important. Il y a des familles qui sont en grande précarité, il y a des familles qui sont à la rue, il y a des logements insalubres, il y a des personnes qui sont sans droit au séjour, sans couverture sociale. Les professionnels ont parfois un sentiment de solitude et d'incompétence face à ces problématiques sociales. Il y a les troubles de santé mentale, je vous en ai parlé, il y a les troubles du comportement, il y a les parents porteurs de handicap intellectuel. Il manque d'accompagnement de proximité et c'est souvent l'ASE ou la PMI qui est obligé de mettre en place des choses parce qu'il manque des dispositifs. Dans le Maine-et-Loire, on peut parler du SAS 49. C'est un dispositif innovant qu'on a mis en place pour accompagner tous les parents dont l'un au moins est porteur de handicap. Et vraiment, on arrive à un résultat qui est vraiment très, très intéressant, mais ça mobilise beaucoup de moyens RH, mais les compétences et les habiletés parentales sont vraiment mises en exergue et ça fonctionne très bien. Sinon, je voudrais dire aussi que la grande difficulté des équipes de PMI, c'est d'être happées par d'autres missions qui sont très chronophages, avec toutes les situations de protection de l'enfance, le suivi des modes d'accueil qui est très important pour vous également, monsieur le maire, dans les territoires, avec que ce soit les assistants maternels ou les établissements qui accueillent des jeunes enfants, avec les exigences réglementaires qui augmentent et les demandes de contrôle des établissements qui vont se renforcer. Et de ce côté-là, voilà, c'est important, les parents doivent pouvoir confier leur enfant en toute sécurité. Donc c'est important de contrôler et de mesurer comment ça fonctionne au niveau de l'accueil des jeunes enfants. Ça fait partie d'une des missions. On sort de la périnatalité, mais ça s'additionne. Une autre difficulté de suivi des parents par les enfants, c'est en fait, les sages-femmes libérales suivent la femme enceinte et une fois qu'elle est accouchée, pendant 1 mois. Le problème, c'est que ces enfants qui ont été suivis, ces parents, pardon, qui ont eu un suivi par une sage-femme libérale, s'arrêtent très souvent à la fin du mois de prise en charge par la sage-femme libérale. Et dans les territoires, nous avons parfois un peu de mal à demander aux sages-femmes de faire la passation finalement du suivi de la prise en charge par la PMI. Ce qui fait que souvent, il y a une rupture de parcours. Et ça peut être très difficile pour l'accompagnement des enfants donc qui ont au-dessus d'1 mois et les familles qui parfois se retrouvent chez le médecin avec des difficultés importantes. Moi, j'ai rencontré un médecin l'autre jour qui m'a demandé à me rencontrer, qui me dit: «On a des politiques de soins qui doivent se rejoindre». Voilà, j'ai un enfant de 3 ans qui est venu avec sa maman l'autre jour avec une montagne de difficultés. Je me suis trouvée complètement démunie. Je ne comprends pas que depuis 3 ans, personne n'a pu voir cette situation. Donc nous, dans le département, on va rencontrer les médecins. Là, on va présenter les missions de la PMI parce qu'on a besoin de se rencontrer, de travailler ensemble, que ce soit avec les sages-femmes libérales ou avec les médecins libéraux. Voilà, donc vous dire que nos difficultés, il va nous falloir malheureusement prioriser nos missions au regard de nos moyens RH qui sont vraiment insuffisants, malgré le travail effectué en PMI qui est pourtant très important et nécessaire et qui fait ses preuves. En autre point important, les mamans nous témoignent que c'est vraiment le temps de la grossesse
elles sont très bien prises en charge, que ce soit par une sage-femme en centre hospitalier, que ce soit en libéral ou que ce soit en PMI. Mais c'est au retour à domicile que les questions et les doutes émergent. Elles sont très entourées et tout d'un coup, tout s'arrête. Elles se sentent livrées à elles-mêmes et elles ont en plus la responsabilité d'un bébé qui interroge. La continuité quand elles sont prises en charge par une sage-femme de PMI, elle est assurée. Il n'y a pas de rupture de parcours. C'est un moment où les femmes sont très fragilisées. La naissance est un moment important, c'est un beau moment, c'est un chouette moment pour beaucoup de personnes, mais pas pour tous. Il faut savoir qu'il y a 16,7% de femmes qui ont accouché, qui à 2 mois de grossesse, 2 mois après l'accouchement, font une dépression périnatale. 16,7% sont touchées par une dépression périnatale. Le travail en PMI est également de repérer pendant la grossesse les situations de fragilité, mais de continuer, parce que ça ne s'arrête pas là, la dépression peut durer jusqu'à 18 mois, avec, vous en avez tout à l'heure parlé, la deuxième cause de décès, elle fait partie des 2 premières causes de décès, le suicide maternel. Donc c'est vraiment très très important et dans le département, nous en avons fait un sujet de santé publique. Grâce à la SNPPE, nous avons formé des puéricultrices pour sensibiliser tous les professionnels, sensibiliser également tous les professionnels qui interviennent au titre du département, mais hors du champ de la PMI et des maisons départementales, avec le CHU également, pour sensibiliser à cette dépression périnatale qui impacte tout le monde. Voilà, je voudrais dire aussi que nous travaillons très bien avec les centres hospitaliers pour la liaison hospitalière qui fait un lien entre l'hôpital et les territoires. La liaison hospitalière donc permet d'informer les professionnels de PMI de toutes les mamans, les parents, les mamans à surveiller, à accompagner, parce que parfois ça peut être fragile au niveau du lien avec l'enfant et il y a des situations de vulnérabilité ou de précarité qu'il nous faut accompagner. Les consultations en puériculture, en post-maternité, dans les infirmières puéricultrices de PMI, sont un levier qui est très, très important à prendre en considération. Et à ce titre, et ce, dès le lendemain de la sortie de la maternité. Et ça, dans nos territoires, il nous faut absolument mettre en place un accompagnement très important et soutenant dès la sortie de la maternité. Les mamans sortent très très tôt maintenant de la maternité, beaucoup trop tôt de ce côté-là, donc il faut absolument qu'il y ait un accompagnement très précoce. Moi, dans notre département, je propose à chaque maman qui vient d'accoucher, surtout et plus particulièrement pour chaque premier enfant, une visite à domicile très tôt. Ça permet aussi de valoriser les compétences du parent, de le renforcer dans sa confiance en soi, mais également de mesurer l'environnement familial et repérer les dysfonctionnements. On a un point, puisqu'on parle de la naissance, un point très important que nous remontent les sages-femmes et pourtant qui ne serait pas compliqué, je pense, à votre niveau à mettre en place. Dans les déclarations de grossesse, les médecins ne renseignent pas forcément le numéro de téléphone de la patiente. Or, l'examen du 4e mois, qui doit être fait avant la fin du 3e mois de grossesse, ne peut pas être fait la plupart du temps parce qu'il manque ce fameux numéro de téléphone. Mesdames et messieurs les parlementaires, si vous pouvez faire appliquer obligatoirement ce numéro de téléphone, ça nous permettrait d'assurer davantage de prévention très précoce. Je voulais insister aussi sur le fait que toutes ces visites, ces consultations qui sont faites par les puéricultrices représentent dans notre département 50% de l'activité de la PMI. 50%. Or, ces consultations
ces consultations, qui sont des consultations de prévention médico-sociale, ne sont pas remboursées par la CPAM, comme le sont les consultations de sages-femmes et de médecins. Ce sont des véritables consultations médico-sociales que j'aimerais que nous puissions pouvoir faire rembourser par la Sécu. En effet, les médecins ne peuvent pas assurer toutes les consultations, mais par contre, les puéricultrices font un travail énorme de ce côté-là, et ça serait une bonne façon d'accompagner les départements pour assurer ces missions. Il faudrait également, au titre des automatiser le remboursement des soins médicaux dans le cadre de la stratégie numérique en santé, parce que parfois, les terminaux lecteurs des médecins ne fonctionnent pas. Et quand ils ne fonctionnent pas, les médecins n'ont pas forcément le temps d'y revenir, voilà. Enfin, je voudrais dire que la PMI répond à une logique de prévention de parcours en proximité qui est accessible à tous les publics. Elle intervient avec les centres de santé sexuelle, on en a parlé, pendant la grossesse avec les sages-femmes et après la naissance avec les infirmières puéricultrices, et assure une continuité, une cohérence entre sages-femmes, médecins et puères jusqu'aux 6 ans de l'enfant. Elle prend en compte la globalité de la structure familiale pour une prévention précoce et efficiente. Il y a un véritable enjeu de partenariat à resserrer les liens avec toutes les maternités, plus encore partout, avec les sages-femmes libérales, avec les médecins libéraux, avec tous les partenaires sur les territoires et avec les élus locaux. Je pense qu'il faut, à un moment donné, que tout le monde soit autour de la table et qu'on se pose les bonnes questions. Comment on fait ensemble en tant que partenaires? Il y a aussi à assurer la fluidité et la cohérence des parcours. Autre point, mais ça c'est en plus, la sensibilisation à la santé environnementale qu'il nous faudra accentuer. Et là, on est très attachés dans le département. On a sensibilisé tous les professionnels, mais je pense qu'à l'échelon national, il va falloir effectivement monter un peu plus haut. Moi, je voulais dire, puisque vous avez parlé des 1000 premiers jours, alors nous, on les a très en tête, hein, les objectifs des 1000 premiers jours, mais faute de moyens RH, on n'arrive pas. Et pourtant, on a la volonté et on essaie de faire un maximum de visites à domicile, de consultations. Les examens prénataux précoces, le numéro de téléphone peut nous aider, mais les moyens RH, on en a vraiment, 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 vraiment besoin en PMI. Et ma dernière note, c'est à quand une campagne nationale pour mettre en lumière et valoriser le travail effectué par la PMI en proximité, en partenariat avec tous les acteurs de territoire. J'ai été un petit peu longue, mais je trouvais que c'était important et je vois le temps qui s'écoule, madame. Merci. Non, très bien, très intéressant. Je vais repasser la parole à ma collègue rapporteure et puis à mes autres collègues qui participent à cette réunion, s'il y a des questions. Non, pas de questions. Oui, alors... juste un petit mot... Annie Le Houerou. Oui, sénatrice des Côtes-d'Armor. Juste un petit mot. Merci pour vos témoignages à tous les deux sur la PMI et puis vos propositions très intéressantes. Et puis, monsieur le maire, j'ai senti une colère très sourde dans vos propos. Je croyais que tu allais dire très saine. Très sourde, parce qu'elle était peut-être pas exprimée à la hauteur de ce que vous ressentez. Et c'est une colère que certains d'entre nous aussi, en tant que sénateurs, sénatrices, on est vraiment des élus de territoire. Et la question posée autour de cette mission d'information révèle aussi notre grande préoccupation. Donc on verra les conclusions, mais c'est vrai que moi, en tant que sénatrice d'un territoire concerné dans la même situation que celle que vous venez d'évoquer, on sent aussi une population qui est très résignée, mais pas toujours. La semaine dernière, il y avait une réunion à Carhaix qui a été programmée quelques jours avant la date de cette réunion. Elle a mobilisé 800
personnes. 800 personnes. Donc je pense qu'il faut écouter certes les professionnels de santé qui alertent sur les questions de sécurité, qui alertent sur une réalité aussi par rapport à la mortalité. C'est vrai, nous devons l'entendre en tant qu'élus, mais moi je ne peux pas me résigner comme vous à dire que c'est sécurité ou proximité. Alors c'est vrai qu'il y a une réalité, vous l'avez dit, Madame la sénatrice, Madame la présidente de cette commission, vous l'avez dit, on est face à une réalité des professionnels de santé qui eux-mêmes ne veulent plus aller dans ces territoires et dans ces maternités de type 1 qui sont sous-équipées en personnel d'abord, et puis peut-être aussi en investissement matériel et modernisation. Pour autant, moi, je ne veux pas me résigner et dire que c'est une fatalité. Certes, il y a une situation difficile à passer, mais là, si on travaille sur ce sujet, c'est pour nous mettre en perspective pour demain et après-demain, et pas seulement pour, je dirais même, les 10 ans qu'on nous rabâche comme étant 10 ans difficiles à passer. Je pense que les 10 ans ne sont pas 10 ans, parce que les médecins qui sont en formation sont en possibilité de venir dans nos établissements avant dans 10 ans, et que moi, ça fait 20 ans qu'on me dit dans 10 ans, donc on ne fait rien, sauf qu'on en arrive à une situation où dans nos territoires ruraux, nous n'avons plus accès à la santé. Hier, la question des maternités, aujourd'hui, la question des urgences, qui est exactement la même. On voit bien les scénarios. Petit à petit, il y a une dérive et finalement, face au poids d'une technostructure qui nous impose de rationaliser les moyens et de faire en sorte qu'on concentre tout sur les grands centres, malgré quelques petits aménagements, je pense au GHT, etc., qui, à mon avis, ne jouent pas leur rôle de mutualisation, mais qui, au contraire, ont pour objectif de pomper toutes les ressources au niveau local. Et moi, je ne veux pas d'une France des métropoles, je veux une France avec un aménagement du territoire. Et quand on est élu, on n'est pas professionnel de santé, je suis élu, je voudrais un aménagement du territoire qui donne le même accès aux soins à tous, qu'on habite à Paris au centre, qu'on habite au centre de Lyon ou qu'on habite au fin fond de la Nièvre, des Côtes-d'Armor. Mais avec, c'est le choix et les personnes, enfin le contribuable que nous sommes et le cotisant que nous sommes, eh bien, nous avons les mêmes droits. Donc, moi, je souhaite qu'on travaille aussi sur la période de 10 ans qui est difficile, mais pour lesquels je ne peux pas me résoudre à un fatalisme qui fasse qu'il n'y ait pas de solution. Il y en a. Quand on voit qu'on a 2500 étudiants en médecine qui ne passent même plus les concours en France, qui vont à l'étranger, en Roumanie, en Espagne, en Italie, et j'en passe, et en Amérique. Donc ça, il faut impérativement qu'on se mette aussi face à cette réalité et qu'on prenne des dispositions en tant qu'élus nationaux de notre côté, qu'on fasse des propositions aussi dans ce sens. Merci. Très bien. Je crois qu'il y avait Patrice Joly d'abord. Courtoisie oblige. Oblige. Non, tu sais que c'est sexiste de dire qu'on est courtois. Pas grand-chose à rajouter au plaidoyer d'Annie. Je vous avais eu au téléphone dans le cadre d'une audition sur l'accès aux soins et vous m'aviez fait exactement le même plaidoyer que l'on comprend beaucoup. Alors, Annie dit en tant qu'élu, et moi je vais avoir la double casquette médecin et élu, et c'est vrai que tout au long de ces auditions sur la périnatalité, ce qui me gêne, c'est qu'on met toujours en balance proximité ou sécurité. C'est le choix. On n'a pas d'autre choix. Ou on a la proximité, et tant pis pour la sécurité. Et donc on est un mauvais parent parce qu'on n'a pas choisi la bonne solution si éventuellement il y a un accident qui se produit, eh ben, c'est peut-être ta faute parce que tu as voulu accoucher près. Ou la sécurité, qui dit donc, si on dit sécurité, ben, il faut se regrouper, les métropoles, etc. Et on connaît quand même la vision, j'allais dire, sur le plan national, de la métropolisation de la France. On a même eu en 2018 le projet du président de la République de dire que dans les départements où il y avait une métropole, on faisait disparaître le département. Je suis concerné, Toulouse, Bordeaux, Nantes, Nice et Lille.
Et il a fallu qu'on se batte pour garder le département, parce que sinon, on disparaissait complètement. Puisque toutes les richesses, j'allais dire, étant concentrées sur la métropole, si on nous enlevait la métropole, il nous restait les yeux pour pleurer à répartir sur le reste du territoire, qui déjà est plus pauvre et allait être encore plus pauvre. Et par rapport à l'accès aux soins, on est dans cette même logique d'effectivement... avec des raisons de sécurité que je comprends. François Braun, l'autre jour, prenait le comparatif avec l'infarctus. Mais c'est quand même différent. C'est quand même différent, parce que l'infarctus, c'est une pathologie aiguë, effectivement. Bon, voilà. On est bien tous d'accord pour dire qu'il faut aller sur le plateau technique le plus poussé, le plus rapidement possible. On en est tous d'accord. Un accouchement, c'est quand même, dans la grande majorité des cas, un accouchement physiologique, et que donc on n'a pas la même notion d'urgence ou sécurité qu'on peut avoir pour traiter un infarctus. Moi, je crois que notre problème, c'est de ne pas arriver à réfléchir à comment améliorer la sécurité dans la proximité. Alors, je sais qu'il y a effectivement les difficultés qu'on a, et on le voit bien dans l'accès aux soins en général, à amener des médecins, des équipes en zone rurale, par manque d'attractivité. Et donc, c'est vrai que c'est au niveau du département aussi qu'il faut qu'on réfléchisse à l'attractivité de nos territoires. Mais là, on est en train de mettre tous les œufs dans le même panier, c'est-à-dire il faut privilégier la sécurité. Ce qu'on peut entendre, tout à fait ce que j'entends. Comme médecin, je ne vais pas dire que je ne veux pas que l'accouchement se passe en toute sécurité. Mais en même temps, on n'axe que sur cette vision de sécurité. En disant, comme a dit un intervenant un jour à Anny, après tout, vous accouchez moins de 2 fois dans votre vie, vous pouvez bien faire 1 heure de voiture. Oui, ok. Vu comme ça, c'est un peu simpliste. Je crois qu'on a besoin de réfléchir à comment améliorer. Que pour les grossesses pathologiques, ça ne se discute pas, enfin, etc. On est une maternité de type 3 et un grand centre, un grand plateau, la nécessité réanimateur, etc. etc. Toute l'équipe, on en est d'accord. Mais quand même, dans la plupart des cas, on devrait pouvoir avoir suffisamment de sécurité pour répondre à 95, 99, je ne sais pas les chiffres exacts, enfin, la plupart des accouchements, quoi. Alors bien sûr, il y a... l'hémorragie qui n'est pas prévue, etc., etc. Mais quand même, voilà. Cette vision de mettre en opposition proximité et sécurité, cette façon binaire de voir les choses, me dérange. On voit que c'est complexe quand même, voilà. Après, moi, je ne pense pas qu'il y ait de fatalité en soi, parce que pour les soins de proximité, par exemple, on dit qu'il faut réfléchir. On ne peut pas réfléchir avec l'ancien modèle, mais effectivement, il faut peut-être réfléchir à un modèle où on trouve un équilibre de proximité. Alors, moi, je n'ai pas trouvé la solution pour l'accouchement. Pour la surveillance, le machin, le suivi, on voit qu'on peut peut-être faire même mieux en milieu rural ou en milieu un peu éloigné ou partout, parce que, y compris, alors on appelle CPP, on appelle ce qu'on veut, mais on voit bien qu'on a un problème de prévention, un problème de suivi après l'accouchement, et on a un travail là-dessus énorme à faire, et ça ne demande pas des moyens techniques importants, d'autant plus que souvent, ce ne sont même pas des médecins dont on a besoin des infirmières puères, de revoir un peu les métiers, de revoir la formation. Enfin, on voit qu'on voit dessiner des pistes assez facilement. Et pour les soins de proximité, quand même, on a beaucoup de professionnels de santé, et de nos confrères ont été à un moment donné vent debout contre les maisons de santé. On voit bien qu'en milieu rural, une maison de santé attire. Donc c'est pas la ruralité le problème, ou la difficulté d'attirer, c'est les conditions de création des exercices qui attirent les professionnels. Mais aussi, et là je pense qu'on y un acte d'accouchement est effectivement un acte qui à un moment donné peut basculer du très 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 facile jusqu'au très 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 grave d'une minute à l'autre. Et là, cette condition-là, il faut qu'elle soit malheureusement, je crois, réunie dans tous les cas, parce que ça peut arriver. Donc je pense qu'on est quand même avec l'accouchement sur quelque chose d'un peu particulier. Mais en termes de fatalité, je pense pas. Je pense qu'on peut quand même mieux faire qu'aujourd'hui pour la santé globale, en ayant des propositions un peu concrètes. Et moi, je trouve que les maisons de santé, c'est quand même une vraie réussite. Et quand on dit oui, ça n'attire plus en ruralité, moi, je regrette. On a des maisons de santé en ruralité aujourd'hui qui sont pleines de professionnels de santé. Donc voilà, on peut quand même voir un petit peu d'optimisme dans les choses. Alors avant de passer la parole à Patrice Joly, j'aurais une question à vous poser, puisque on se heurte, en tout cas au cours de nos auditions, c'est ce qu'on a très fortement ressenti, à cette difficulté qu'ont les professionnels de santé
à s'installer soit en zone rurale. Donc vous l'avez fort bien dit tout à l'heure, vous avez dit nous on en a besoin pour qu'ils côtoient aussi notre population. Moi je voudrais vous demander qu'est-ce que vous proposez pour les attirer. Alors il y a certes les maisons de santé, on a vu que ça avait une bonne répercussion sur les territoires, mais qu'est-ce que vous proposez à la nouvelle, ce que j'appelle la nouvelle génération de médecins, qui ne veut plus faire plus d'une soirée de garde par semaine, ni plus d'un week-end de garde par mois? Qu'est-ce que vous leur proposez pour les attirer, et surtout pour les maintenir, et surtout pour qu'ils puissent former des équipes stables? Parce que là aussi, on nous a dit et redit que le grand danger, c'est d'avoir des intérimaires, c'est d'avoir des équipes qui ne se connaissent pas et qui ne savent pas à ce moment-là trouver les gestes. Voilà. Donc c'est ma question. Je passe tout de suite la parole à Patrice Joly et après je voudrais vous entendre sur ma question. Merci Madame la Présidente. Je vais m'inscrire un peu dans les propos de mes collègues qui ont précédé pour dire que, et d'ailleurs la mission, son intitulé, vous l'avez rappelé, effectivement, aborde le sujet à travers l'enjeu territorial, effectivement, de ce maillage, ça me paraît fondamental. Derrière ça, il y a quand même, et il faut entendre le plaidoyer qui a été exprimé tout à l'heure, un enjeu de cohésion sociale, un enjeu d'appartenance à une même communauté républicaine dans laquelle chacun peut bénéficier de cette promesse républicaine de l'égalité de traitement. C'est un vrai sujet, avec les conséquences, c'est au surplus dans des territoires qui ont subi une paupérisation pour beaucoup de territoires ruraux au cours de ces dernières décennies. Donc le sujet me paraît fondamental. Et la question des moyens mis à disposition pour attirer aussi, parce qu'à un moment donné, la question de l'attractivité, moi j'entends bien ce qu'il se dit, il faut qu'on fasse en sorte que nos territoires soient attractifs. Je connais peu de territoires qui ne fassent pas d'efforts aujourd'hui, pour que ce soit à l'échelle communale, intercommunale, départementale, pour essayer de rendre attractif le département d'une manière générale sur le plan touristique, sur le plan du cadre de vie, etc., mais également sur l'accueil des professionnels de santé, je veux dire à travers des bourses, à travers les maisons de santé, on en a parlé, à travers un certain nombre de dispositifs. Mais il y a aussi une attractivité liée à la rémunération. Je faisais un peu l'exemple, on parlait de 2 années en moins d'espérance de vie. Dans mon département, c'est plutôt 4. Dans notre département, c'est plutôt 4 d'ailleurs. Alors je vais compter que sur 2 ans de moins, c'est 2 ans de retraite en moins. C'est 2 ans de ressources qui n'irriguent pas le territoire. C'est à 1 000 € par mois, à peu près, plus de 5 000 personnes qui ne sont pas là alors qu'elles devraient être si on était dans une espérance de vie moyenne, à 2, mais c'est même plutôt 4, c'est 60 millions d'euros par an. Ça veut dire par là, est-ce qu'il n'y a pas un effort à faire pour que ces 60 millions qui nous sont dus d'une certaine manière ne soient pas dédiés pour financièrement attirer, à un moment donné, dans une logique d'organisation libérale des professions de santé? Moi, ça ne me pose pas de souci. Je suis sûr qu'à un moment donné, en fonction des rémunérations et de la valorisation qu'on pourrait en faire pour l'exercice en milieu rural, à un moment donné, il y a des gens qui diraient « Métropole, c'est bien, mais en définitive, à ce prix-là, les ruralités, c'est pas mal non plus. » Non, mais il faut savoir aussi aller jusqu'au bout de certaines logiques. Et d'ailleurs, ça ne coûtera rien de plus. En tout cas, ce ne serait que le dû auquel pourraient bénéficier les territoires. Ce serait leur dû, en quelque sorte. Voilà, après, on a parlé des enjeux de métropolisation, etc. Enfin, aujourd'hui, en plus, on se paye 2 mots. Il n'y a qu'une métropole en France, c'est Paris. On a voulu qualifier ça, c'est une notion juridique. On a voulu, géographique, on a voulu en faire une qualification juridique. Enfin, tout ça, c'est du grand n'importe quoi. Ça démontre aussi, sur le plan économique, c'est pas nécessairement plus performant que des villes moyennes et que la réindustrialisation se fait plutôt à travers les villes moyennes. Enfin, il y a quand même, il faut aussi qu'on puisse, à travers un sujet comme celui-ci, bousculer des modèles de réflexion qui s'imposent à nous d'une certaine manière, et même à ceux qui essaient d'avoir un peu de conscience par rapport à ça. Toujours un peu compliqué, on a des schémas de pensée qui s'imposent à nous, et la question quand même du fonctionnement en réseau et sortir des logiques centre et périphérie, à mon avis, c'est quand même un avenir. C'est-à-dire dans l'organisation, les réseaux, parce que les technologies le permettent, enfin, et ce sont dit que la société va travailler en réseau, mais qu'on la mette aussi en œuvre à travers les modalités d'action. Et les GHT, ça a été dit, enfin, je le vois sur mon département, ça draine plus que ça irrigue le territoire. Mais c'est ainsi, parce qu'il y a des urgences aussi. Seul centre hospitalier important d'Asnières, où il y a une maternité qui a 900 naissances, bien évidemment que c'est une priorité à un moment donné.
fonctionner, on ne va pas dire le contraire, sauf que on ne regarde plus, parce qu'il n'y a plus non plus de direction dans nos hôpitaux de proximité, donc il n'y a plus de projet d'établissement véritablement pensé au sein d'un territoire, de leur territoire de proximité. On voit que les GHT, enfin en tout cas pour ce que j'en entends dire et ce que je connais du mien, ça ne fonctionne pas. Et merci effectivement pour qu'on continue à travailler sur cette approche, l'enjeu territorial, l'enjeu républicain des réponses que l'on va pouvoir apporter. Et j'entends bien la tension entre les questions de sécurité. On veut le meilleur, j'ai eu l'occasion de le dire, lorsque quelqu'un nous interpellait en laissant entendre que les élus inconscients ne veulent pas, seraient pas faire n'importe quoi pour garder une maternité. Pas du tout. On veut le meilleur pour nos territoires et pour les populations de nos territoires, et en particulier à l'occasion d'un moment important. Nous devrons bientôt clore notre audition, mais voilà, je vous ai relancé sur un sujet, peut-être un peu tardivement, mais voilà, j'attends quelques suggestions. Alors, juste avant les suggestions, je vais distribuer des relevés d'identité bancaire de la MRF pour vos collègues sénateurs qui ont toute leur place dans cette défense du milieu rural. Donc, ne partez pas trop vite. Haute trêve de plaisanterie. Pour attirer des professionnels de santé, moi, Madame la Présidente, tout sauf de l'argent. L'État s'occupe de ça. Donc nous, on n'a pas besoin de s'occuper de ça. En plus, la course à l'échalote ne fonctionne pas. Il y en a qui ont encore beaucoup plus de sous que nous, notamment les gros. Ils ont beaucoup plus de sous que nous. Donc en vous disant ça, moi, je regrette que ces professionnels de santé soient condamnés à ne plus payer d'impôts. Vous savez, France Revitalisation Rurale, ou ZRR, comme vous voulez, fait que d'abord, ça affiche le cirque. Et là, je vois les interventions, les ratricotages qui ont été faits. Au lieu de sortir les professionnels de santé de cette logique-là, je pense que ça aurait été beaucoup plus simple, font que maintenant, tout le monde se différencie. Et effectivement, le maire de la ville-préfecture, mais si, madame, le maire de la ville-préfecture, qu'il ait 30 000 habitants ou 50 000 habitants, lui, il a intérêt à ce qu'il soit fait FRR+. Il a intérêt. Enfin bon, écoutez, bon, c'est peut-être pas notre sujet là. Qu'importe. Non, mais non, c'est peut-être pas votre sujet. Quoique, je sais pas, parce que les professionnels de santé, quand on parle de sage-femme, le sujet d'aujourd'hui là. Oui, le sujet d'aujourd'hui. Voilà. Juste, allez, ne m'en voulez pas si je m'écarte un peu de juste, tout ça. Je disais juste que là, vous partez d'un postulat que les professions médicales seraient des nantis, en fait, et qu'il y a de l'argent dans certains endroits. Et enfin, moi, je partage pas du tout cette analyse, en fait. Et je crois que le vrai sujet et le sujet de la mission, c'est de savoir comment, avec aussi peu de RH, de ressources humaines, dans les compétences qui sont nécessaires pour la santé périnatale, on organise le système de soins sur le territoire national et ultramarin. C'est ça la question. Après les débats philosophiques de savoir si les médecins profitent, on doit les obliger, comment on les oblige, etc. Enfin, moi, je rentre pas dans ce débat, même si je vous respecte beaucoup et je pense que c'est pas le sujet qui nous rassemble aujourd'hui. Excusez d'être intervenu dans votre présentation. Non, c'est moi qui m'excuse. Vous n'avez plus qu'une minute. C'est moi qui m'excuse, madame, par rapport à ça. Comment les attirer? Nous, vous savez, on a nos petits bras musclés pour faire en sorte que le vivre ensemble soit une réalité et que du coup, tout un chacun, y compris un professionnel de santé, puisque madame pense ça, puisse venir sur nos territoires. Mais c'est peut-être faire montre d'imagination, le lien entre la ville et l'hôpital. Peut-être que ça peut être aussi un élément qui peut attirer des professionnels de santé. Donc un peu de souplesse, comme je le disais tout à l'heure. Mais pour moi, c'est pas de l'argent. Nous, on n'est pas de taille à discuter de ça. Donc j'ai pas de recette miracle par rapport à ça. Moi, je vante que chez nous, il fasse bon vivre. Et puis, je vois, vous avez fait le lien avec François Braun. Moi, j'ai vu un exemple. Alors, vous allez me dire, ça n'a rien à voir. Mais je vois bien que le GHT de Metz, en proposant à ses professionnels de santé de venir à Verdun aux urgences, les gars ont compris qu'ils allaient dormir un petit peu plus à Verdun qu'à Metz. Et du coup, ça s'est organisé. Donc, j'en reviens au GHT. Qui doit être pour nous une pierre angulaire pour faciliter les choses. Et c'est pour ça que je dis ville-hôpital. Peut-être qu'il y a quelque chose à faire. Bon, moi, j'ai pas de recette par rapport à ça. Okay. Je suis pas cuisinier. Un dernier mot, Madame Chénaud, avant que
nous terminions cette audition. Il nous faut effectivement avoir une réflexion globale par rapport au métier pour attirer les professionnels et on travaille sur l'attractivité. Concernant les médecins, nous avons mis en place, nous, les services sanitaires des étudiants en médecine qui viennent faire des actions d'éducation dans les territoires auprès des jeunes. C'est aussi leur montrer la réalité dans les territoires ruraux. C'est aussi effectivement valoriser le travail des pros qui s'installent en milieu rural. Alors, de quelle manière? Est-ce que c'est financier ou est-ce que c'est plutôt en améliorant leur cadre de vie et en leur offrant des conditions d'installation qui sont importantes pour elles, à savoir l'immobilier, parce que c'est un vrai sujet dans notre territoire. C'est aussi promouvoir les stages en milieu rural. C'est les accompagner. Les médecins ruraux doivent pouvoir être les tuteurs de ces étudiants pour mieux faire connaître les territoires et pour mesurer le travail qui n'est pas du tout le même en milieu rural et en ville. Ceux qui passent par cette étape savent bien nous le dire. Nous les invitons également à faire des stages en PMI et en général, ça aide beaucoup à mesurer comment on peut mailler le territoire et comment on peut travailler en partenariat. C'est aussi leur offrir des installations avec des équipes pluridisciplinaires, avec des professionnels autour d'eux qui ne soient pas que des médecins. Leur intérêt, c'est de travailler justement pour la fluidité des parcours de tout le monde, de toutes ces personnes qui les accompagnent, avec l'orthophoniste, avec la gynéco, avec tout le kiné, que tout le monde soit dans la même équipe pluridisciplinaire. Bien, voilà, donc je vais être obligée de vous interrompre, je suis désolée, mais nous avons les QAG qui démarrent. Vous avez eu un questionnaire écrit, donc si vous voulez bien, vous pourrez le compléter avec toutes les idées qui vous passent par la tête. Il me reste à vous remercier de votre présence et de nos échanges cet après-midi. On a bien compris que vous étiez très, très accrochés à vos territoires, comme nous le sommes toutes et tous, parce que, encore une fois, nous sommes vraiment une émanation et nous avons cette belle charge et belle fonction de vous représenter, et ça, nous ne l'oublions pas. Donc, mes chers collègues, nous nous retrouverons la semaine prochaine pour un échange de vues sur nos travaux. Voilà, à tout de suite.